bonsoir à tout le monde. Je vais passer la parole tout de suite à Julie Keba, qui sera le secrétaire de séance ce soir, à moins que quelqu'un se oppose et candidat. Non, donc je peux procéder à l'appel. Bonsoir à tous. Monsieur Charles-Alexandre Prokopovitch. Présent. Monsieur Christophe Ancre. Présent. Madame Agnès Lelamy. Présent. Monsieur Conrad Valran. Présent. Madame Zora El Basri donne pouvoir à Madame Marie-Christine Prokopovitch. Monsieur François Mortier. Présent. Madame Nathalie Pastorito. Présente. Monsieur Thierry Leland. Présent. Madame Marie-France Seyss. Présente. Monsieur Philippe Debruyne. Présent. Madame Irène Ferrand. Présent. Monsieur Jean-Paul de Garin. Présent. Madame Pascal Demey. Présente. Madame Manuela de Pétas. Présente. Madame Marie-Christine Prokopovitch. Présente. Madame Valérie Selos. Présente. Madame Tecla Ménager. Présente. Monsieur Nicolas Ledru. Présent. Monsieur Marco Gigante. Présent. Monsieur François Desboubry. Présent. Monsieur Gilbert Amblot. Présent. Monsieur Francis Pilois. Présent. Madame Séverine Rasson donne pouvoir à Monsieur Charles-Alexandre Prokopovitch. Monsieur Amaury Medji. Présent. Madame Maryse Legros donne pouvoir à Monsieur François Mortier. Madame Claude Prince. Présent. Monsieur Gaëtan Jeanne. Présent. Monsieur Francis Ménager. Présent. Madame Mélanie Vanov. Présente. Monsieur Francis Landré. Présent. Monsieur Frédéric Powels. Présent. Et Monsieur Michel Blondel. Présent. Je vous remercie. Alors, avant de commencer ce conseil, je souhaite et l'approbation du procès-verbal de la dernière séance, je souhaite que nous rendions hommage tout d'abord à Madame Françoise Piron, qui a été adjointe de M. Chabas, qui a été élue municipale de 1995 à 2008. Elle était adjointe à la culture. Elle s'est beaucoup occupée notamment de l'école de musique et aussi l'organisation des festivités du 14 juillet, où elle était fortement impliquée dans sa délégation. Elle est également habitante du quartier du Mont-Poste. J'ai eu l'occasion d'échanger de nombreuses fois avec elle au comité de quartier du Mont-Poste notamment. Je souhaite aussi que nous ayons une pensée ce soir pour Madame Marie-France Dutilleul-Wittmann, qui est décédée la semaine dernière, qui était bénévole dans de nombreuses associations, dont le jumelage, qui a également été assesseur de nombreuses fois lors des élections, et qui était membre aussi du public, fort peu nombreux, du conseil municipal. Et je souhaite aussi que nous ayons une pensée pour M. Robert Badinter, qui a lutté contre les extrémismes, et je pense notamment à son discours et à son intervention lors de la commémoration des 50 ans de la rafle du Veldiv, où il a rappelé aussi chacun la raison, et qu'il fallait aussi honorer les morts, et retenons surtout sa lutte contre les extrémismes, que ce soit de gauche ou de droite, dans tout son parcours politique. Je vous propose quelques instants de silence. Je vous remercie. Ensuite, par rapport aux dernières paroles que je viens de prononcer, je ne vais pas me contredire, mais je voudrais tout de même, en ces instants où M. Manoukian entre au Panthéon avec son épouse, rappeler et surtout faire un point d'alerte où il ne faut pas forcément manipuler l'histoire. Ce soir, ce que j'espère, c'est que c'est un résistant qui entre au Panthéon, et non un membre de l'appareil du Parti communiste stalinien à l'époque. Je pense, sincèrement, c'est un parcours résistant qui est honoré ce soir. Mais je n'apprécie guère les récupérations politiques qui se font de la part du Parti communiste et de l'extrême gauche française, car qu'ils regardent leur histoire
car jusqu'à 1941, le Parti communiste français n'a jamais rejeté l'accord entre les nazis et les soviétiques. Que M. Maurice Thorez est parti dès septembre 1939 et M. Jacques Duclos a essayé de négocier la parution de l'Humanité dès juin 1940. Je sais très bien que ces mots peuvent prêter à polémique, mais nous sommes des élus de la République et nous devons rejeter les extrémismes, et j'espère que l'appareil communiste n'entre pas au Panthéon et que c'est bien M. Manoukian, en tant que résistant, qui entre au Panthéon. Monsieur le Président aurait peut-être dû écouter l'éloge funèbre prononcé par André Malraux en 1964 concernant l'entrée de Jean Moulin, qui est le symbole de la résistance française apolitique. Cependant, je souhaite vraiment que nous ayons une pensée pour tous les résistants, M. Manoukian en premier, qui méritent notre respect infini dans sa lutte contre le régime de Vichy et le régime nazi. Et à titre historique, je rappelle que le destin et le seuil de la France fut sauvé par ces hommes et ces femmes qui ont résisté. Et grâce au général de Gaulle, qui a fait plier les ambitions américaines et empêché l'arrivée des communistes au pouvoir en 1944. Ceci est dit. Je souhaite aussi évoquer l'épisode du Conseil métropolitain où on a parlé des logements sociaux, sans transition évidemment, où on a proposé avec mon groupe Métropole Innovante des amendements concernant l'attribution des logements sociaux à travers la cotation. Cotation qui est un système obligatoire, qui n'est pas rejeté, en tout cas de ma part, et je sais qu'il n'est pas rejeté de mon groupe à la métropole. Mais où, à Paris, à Bordeaux et à Lyon, on peut donner des points supplémentaires à un candidat qui habite déjà la commune, ce qui serait illégal dans la métropole européenne de Lille. On trouve ça un petit peu fort, qu'à Lyon, Paris et Bordeaux, cela est légal, et pas chez nous. Nous estimons qu'un habitant d'une commune, et pour moi, un Lissois, a une priorité dans une demande équivalente, évidemment, à un autre demandeur dans sa commune. Et ce critère n'a pas été adopté au Conseil métropolitain, j'ai présenté cet amendement, et a été rejeté pour motif d'illégalité. À ce que je sache, la République française est une et indivisible. Et il me semble que Paris, Lyon et Bordeaux ne sont pas des communes, des communautés de communes, enfin des métropoles, ou pour Paris, une ville et un département à la fois, extrémistes. Enfin, avant de procéder à l'approbation du procès-verbal, je souhaite rappeler que nous avons inauguré l'esplanade Daniel Chabas qui est en face de la mairie, que le chantier n'est pas encore terminé, mais en tout cas il y a une mise à disposition et que les Lissois se rassurent, les plantations arriveront au printemps. Les candélabres ont été posés cette semaine. Je vais passer à l'approbation du procès-verbal s'il n'y a pas de commentaires. Non. Donc, qui s'abstient, qui vote contre, il est considéré donc comme adopté. Monsieur Guérouche n'a pas changé, il est toujours DGS de la commune. Madame Ledor, qui est responsable des finances, est là ce soir parce qu'on va parler évidemment en premier des finances communales, mais Monsieur Guérouche est souffrant, donc je lui adresserai au nom du conseil municipal tous nos vœux de rétablissement le plus rapide possible. Voilà, donc Mme Ledor sera chargée de compter les voix. Elle sait compter les millions, je pense qu'elle va savoir compter les voix. Donc le débat d'orientation budgétaire. Comme vous le savez, nous allons avoir lors d'un prochain conseil municipal un budget qui nous sera soumis avec le compte financier unique. Et pour ceci, nous allons discuter ce soir des orientations que nous allons avoir sur l'année 2024. Alors avant de commencer mon propos, il n'y aura pas,
comme chaque année, comme dans toutes les collectivités, de grande surprise, le débat est normé dans le sens où on présente une petite rétrospective, on présente la partie fonctionnement et après la partie investissement. Je vous propose d'examiner une synthèse du rapport d'orientation budgétaire qui vous a été envoyé avec la convocation. Donc au niveau du contexte macroéconomique, une économie mondiale en proie aux difficultés liées à une inflation persistante et à des perspectives de croissance en 2020, des politiques monétaires durcies avec l'augmentation des taux d'intérêt pour limiter les tensions inflationnistes, mais qui engendrent un ralentissement de l'activité économique, et on le voit chez nous et en France, au niveau du secteur immobilier principalement. L'OCDE prévoit en zone euro un ralentissement de la croissance de 0,6 en 2023 à 0,9 en 2024 et 1,5% en 2025. Et vous avez vu que le ministre de l'économie a aussi prévu un ralentissement de la croissance française. L'inflation devra atteindre 5,5 en 2023 et 2,9 en 2024 et 2,3 en 2025. Ceci avant les élections européennes du mois de juin qui sont un grand danger pour la gouvernance de l'Europe, avec les élections qui vont avoir lieu en Russie, mais où le résultat est déjà connu à l'avance, et la grande inconnue des élections américaines en fin d'année. Voilà. On a une année électorale importante au niveau mondial qui peuvent changer énormément de choses et qui peuvent influer sur le contexte économique, et on sera tous concernés par cela. Au niveau du contexte économique national, donc l'économie française devra afficher une croissance autour des 0,8 en 2024, contre 0,9 en 2023 et plus 1,2 en 2025. Le taux de chômage est à 7,4% au troisième trimestre 2023. L'inflation devrait ralentir en 2024 à 2,6 contre 4,9 en 2023. Le bouclier tarifaire aurait permis de réduire le niveau des prix de 2 points. Je rappelle que le bouclier tarifaire s'appliquait sur les dépenses énergétiques. Le déficit public devrait s'établir à 4,9% du PIB en 2023. Le projet de loi de finances de 2024 et le projet de primitif de finances de trajectoire pour 2023-2027 prévoit un retour du déficit public sous le seuil de 3% en 2027. Bon, à chaque fois, de toute façon, chaque année, le déficit a reculé, l'objectif des 3% est reculé. La dette publique française atteindrait les 3 088 milliards d'euros au troisième trimestre 2023, soit 111,7% du PIB. Je rappelle qu'il y a 10 milliards à trouver. Ce qui nous a été dit il y a quelques jours ou quelques heures pour ce quelques heures. Au niveau du contexte local, le nombre de demandeurs d'emploi sur la ville de Lisséna en catégorie A est de 676, référence prise au deuxième trimestre 2023, contre 645 au deuxième trimestre 2022, soit une augmentation de 4,81%. Le nombre de demandeurs d'emploi pour la catégorie A, B, C confondus passe de 1123 à 1125 au deuxième trimestre 2023, soit une stabilisation ou une légère augmentation de 0,18. Les demandes d'aide sociale sont stables. Les aides facultatives en 2023 par le CSAS sont de 66 804 € contre 67 208 en 2022. Le nombre de personnes aidées en 2023 était de 306 sur les 461 demandes, contre 254 et 468 demandes en 2022. Alors, au niveau de recettes réelles de fonctionnement, donc là, le budget à proprement parler, on prévoit donc des recettes de fonctionnement à 15 millions, un peu plus de 15 millions d'euros, et sans surprise, les recettes fiscales, impositions et taxes qui représentent presque 70% de nos recettes projetées. Ensuite, les dotations, un quart du budget, 3,7 millions. Je rappelle que dans ces dotations, on a une partie quelquefois qui est comprise dans les compensations fiscales, donc qui étaient aussi des recettes fiscales qu'on avait auparavant qui sont compensées.
Donc si si on s'amusait à faire un calcul, on aurait une part de l'imposition, ou ce qui venait de l'imposition, qui serait bien plus importante que ce qu'on a aujourd'hui. Enfin, en tout cas sur les 70%. Et les recettes diverses propres, qui représentent à peu près 6%, un peu moins de 6%. Les recettes réelles de fonctionnement, donc on les prévoit en augmentation des 0,77%. La revalorisation des bases fiscales est fixée à 3,9% par le Parlement. On parle bien des locaux d'habitation. Les locaux professionnels ont une revalorisation moindre, et d'où vous avez dû le voir dans le document, une prévision un peu plus sage ou moindre que les années précédentes, parce qu'on a eu des précisions cette année des services de la DGFiP concernant les assiettes de taxes qui concernent les habitations et les locaux commerciaux et les locaux industriels. Les dotations DSU, CAF et compensation fiscale sont en augmentation. Il n'est pas exclu que certaines prestations municipales peuvent être réévaluées en 2024. Je le dis tout de suite, la restauration municipale ne sera pas concernée par ces revalorisations, en tout cas pour les Lissois. Les taux d'imposition resteront identiques. Je vous propose de regarder rapidement les dotations de l'État de 2019 à 2024. Vous voyez qu'en 2019, on percevait 1,9 million de dotations, on est à 2,1 millions. La seule recette en véritable dynamique au niveau des dotations, c'est la DSU, qui passe de 569 à 700 000. Le reste, on est sur une quasi-stabilité, voire pour la DGF, une baisse par habitant. Ce que vous allez voir sur le prochain tableau projeté, où on avait, on va dire une stabilisation, parce que là on joue à l'euro près, mais bon, sur 13 000 habitants, un peu plus sur 13 700 habitants, ça fait 700 € en moins. Je le rappelle quand même qu'en 2014, on était presque à 150 € de dotation par habitant. On est quasiment à la moitié aujourd'hui. Et les impôts des Lissois n'ont pas augmenté pour autant. Sur la part communale, je le précise. Au niveau des dépenses réelles de fonctionnement, là aussi, pas de surprise. La première dépense, les charges de personnel, à un peu moins de 60%, donc ce qui équivaut à peu près à 8,6 millions. Ensuite, les charges à caractère général, 3,4 millions, un peu moins du quart. Les subventions et participations, 2,1 millions. Les charges financières et les charges exceptionnelles, de manière très marginale. Les dépenses réelles de fonctionnement, on prévoit une augmentation de 4,56%, une augmentation des dépenses à caractère général, de charge générale à 6,17%, liée à la hausse des fluides et des matières premières. On verra le tableau après. Les dépenses de personnel en hausse de 2,61% correspondent à la prise en charge des avancements de carrière, la revalorisation des 5 points du point d'indice majoré, et la reprise d'une partie des agents du CIVU du Petit Prince, mais qui a déjà été voté au conseil précédent. Nous allons aussi maintenir tous les services existants. Nous augmentons l'enveloppe au niveau des associations qui passe à 476 005 € au lieu de 459 617 €. Pour les associations sportives, pour la crèche, l'association des chaperons rouges, et pour l'amicale du personnel, mais qui suit l'augmentation de la masse salariale. Pas du nombre d'employés, mais de la masse. Pour les associations sportives, on peut peut-être avoir la question, mais c'est principalement par rapport au remboursement des frais de transport par rapport à l'OMS, où le carburant et ses frais augmentent, il fallait qu'ils soient remboursés, et à un moment, il faut augmenter un petit peu l'enveloppe. Des charges financières en augmentation également. Alors, vous avez, et je pense, le tableau qui mérite une attention
particulière, c'est l'évolution des dépenses fluides et alimentaires. On voit que les dépenses en eau sont stables, 34 000 € il y a un peu plus de 5 ans, sur les 5 années précédentes, et on a à peu près au même montant en 2023. Par contre, au niveau de l'électricité et du gaz pour les bâtiments municipaux, on passe de 184 000 à 524 000 €. Une augmentation énorme. L'éclairage public, où depuis 2017, on est sur des baisses avec peut-être des régules pour l'année 2020, mais sur une stabilisation. Je rappelle qu'entre-temps, il y a quand même un investissement massif qui a été fait sur le passage en LED et aussi sur l'ajustement des puissances pour faire des économies. On vous proposera évidemment au budget de reconduire une enveloppe. De toute façon, c'est un marché qu'on a déjà voté, mais il y a le montant et sera un peu plus sera défini. Où on a des rues où on fera encore jusqu'à 97% d'économie de consommation en kilowattheure. Donc c'est quand même fantastique aujourd'hui cette technologie. On n'a pas attendu la crise énergétique pour y souscrire. Je tiens quand même à le rappeler. Et on espère, et ce sera plus que dans les 2 années qui arrivent, 2025 et que pour 2026, tout sera terminé au niveau de l'éclairage en LED. Le chauffage, où on a quand même une différence par rapport à 2017, mais surtout entre 2022 et 2021, avec un prix du gaz qui est quand même très volatile. On l'a qui a baissé, mais qui reste quand même plus élevé que ce qu'il n'a été. On ne sait pas comment les marchés vont se comporter, mais il semble raisonnable de penser que les dépenses de chauffage n'iront, et on l'espère surtout, n'iront pas sur le même rythme que celle de 2022, là où on avait déjà diminué nos consommations et où les prix ont complètement explosé. Et enfin, la partie alimentaire, où il ne faut pas comparer les années 2020 et 2021 parce qu'on a eu le Covid et puis le service de restauration n'a pas forcément tourné à plein, mais vous voyez déjà qu'il y avait quand même un montant important. Hein. Quand en 2019 on payait 396 000 € et qu'en 2027 on payait 327 000, il y a une différence de à peu près 70 000 €. Mais en 2023 on est à 497 000, donc c'est 100 000 € en plus. 4 ans. 100 000 € en plus en 4 ans. Et encore, c'est une augmentation importante, mais qui est moindre par rapport à d'autres collectivités, car on a, comme vous le savez tous, une régie, on fait ça en régie interne, où on a aussi une maîtrise des prix parce qu'on a des producteurs locaux, ce qui permet d'avoir une inflation. Il y a une inflation, mais qui est une inflation moindre pour nous. C'est là aussi où on voit qu'une ville peut avoir, à notre sens, une politique de préservation du pouvoir d'achat quand la ville prend 100 000 € à charge d'augmentation au niveau alimentaire, sans compter les dépenses de personnel, et qu'il n'y a pas d'impact sur la tarification au niveau des cantines pour les enfants et pour les ASH. C'est 100 000 € que la ville prend rien qu'au niveau alimentaire, de qualité. Parce que contrairement à ce qui a pu être dit, enfin ce qui a été dit au niveau national par rapport à la crise agricole, à l'Islamo, aucun poulet servi n'était pas d'origine française. Les poulets viennent de Lick, dans le Pas-de-Calais. Ce ne sont pas des poulets ukrainiens, ni des poulets qui sont lavés au Javel. Au niveau des dépenses de personnel, pour changer de chapitre, dépenses de personnel, dépenses réelles de fonctionnement, donc vous voyez que pour l'année 2023, on a une légère augmentation par rapport à l'année 2022, mais ça c'est normal, on a une augmentation suite au GVT, et surtout on a toujours des charges autres
qui sont encore importantes et plus importantes que sur l'année 2021, par exemple. Donc mécaniquement, la part des dépenses de personnel est un peu moins importante qu'avant 2021. Vous avez un petit détail sur de BP à BP à partir de 2019 sur les évolutions de dépenses de personnel. Je pense qu'il suffit de regarder, je ne vais pas forcément tout commenter. On prévoit une stabilisation au niveau des charges de personnel, en tout cas une baisse de la charge par rapport aux dépenses réelles de fonctionnement. Au niveau du capital restant dû, donc au niveau de la dette au 31 décembre 2023, comme je l'avais annoncé, le cycle de désendettement s'accélère un petit peu, augmente, le rythme augmente, où il y a un désendettement de 400 000 € supplémentaires au niveau du CFU anticipé au 31 décembre 2023. Je le rappelle, à chaque conseil concernant le budget, la ville ne détient aucun emprunt toxique. 91% de notre endettement est à taux fixe et 8,5% sont sur du livret A et ont été souscrits avant 2014. Mais le risque est nul. Pas d'emprunt toxique. Au niveau de notre financement, alors là, c'est le deuxième point, je pense, le plus intéressant, et il faut s'attarder, parce que et je sais déjà ce qu'on va me dire, mais je tiens quand même à anticiper certaines choses. Enfin, en tout cas, je peux penser raisonnablement qu'on en parlera. Mais cette fois-ci, alors je sais que c'est à réaliser, mais on a quand même des marges de manœuvre au niveau de l'autofinancement qui sont bons, on ne va pas dire excellents, parce que ça pourrait être bien mieux, mais qui sont bien meilleurs que ce qu'on a eu par rapport en 2022. Alors, sur ces chiffres, évidemment, il faut retirer l'aide exceptionnelle de l'État qu'on a touché par rapport au bouclier, au filet de sécurité, le terme exact c'est le filet de sécurité. Mais tout de même, on était à 118 000 € d'épargne nette en 2022, on est presque au million en 2023. Au niveau de nos dépenses d'investissement 2024, on prévoit un peu moins de 2 millions. Et le premier, et j'y tiens, et nous y tenons tous, c'est la rénovation de l'école élémentaire Paul Bert, avec cette année la mise en place d'un ascenseur qui est promis, je ne vais pas dire depuis la construction de l'école, mais presque. Donc on y tient, et c'est le dernier bâtiment de cette ampleur, en tout cas sur la commune. De toute façon, c'est le bâtiment qui a le plus d'ampleur, qui accueille le plus le public, qui n'est pas aux normes handicapées aujourd'hui, au niveau des normes PMR. Donc ça y est, on va tout faire pour que ce soit fait dès cette année. Le programme d'éclairage public, donc 185 000 €, j'en ai déjà parlé. L'équipement sportif de proximité, Léo Lagrange, donc 170 000 €. Alors qu'est-ce que c'est l'équipement sportif de proximité? C'est plus qu'une mise à jour de la piste d'athlétisme qui est attenante au CES Gambetta qui était occupé dans les années 70. On va refaire la piste d'athlétisme et l'ensemble du terrain qui n'a pas été refait, en tout cas d'une manière générale, depuis les années 70. C'est une demande du collège et c'est aussi une demande surtout des sports de M. Ménager et de Mme Lenati. La promotion du commerce au cas où 150 000, l'extension de la vidéosurveillance et la fibre 120 000, la maison d'Aluin avec la réhabilitation du terrain 106 600 €, et l'hôtel de ville, les 91 400. Alors quelles sont ces dépenses? Parce que l'hôtel de ville, ça a toujours une certaine connotation, c'est pas du tout des dépenses
inutile, c'est des dépenses de sécurité au niveau de la toiture, et des cheminées qui menacent de s'effondrer. Et à chaque tempête, on a toujours peur, et d'ailleurs, il y en a une qui est annoncée demain soir. Donc on souhaite sécuriser la toiture, parce qu'à chaque tempête, il y a toujours des tuiles qui tombent au niveau de ce bâtiment-ci, et au niveau de la police municipale. Il y a un besoin grandissant et assez urgent de faire quelque chose, donc on vous demande de prévoir au budget. Au niveau du site ferry, toiture, éclairage en LED, les menuiseries, 89 500. La réfection des aires de jeu au niveau du square de Gaulle et du parc Jean Ferrat, 56 200 €. La réfection du sentier de Roubaix, 50 000 €. Les premières études pour la reconstruction du béguinage. La rénovation du parc Maréchal, 42 000 €. Le stade Jean Scholl avec l'éclairage en LED des terrains, 36 000 €. L'école Anatole France, le passage en éclairage en LED à 29 200 €. Quelles sont nos priorités? Je l'ai déjà un petit peu dit, c'est continuer à maîtriser les dépenses de fonctionnement afin que nous puissions dégager un autofinancement suffisant pour le futur. Maintenir notre service public de qualité dans tous les domaines, enseignement, jeunesse, sport, culture, social, développement durable, sécurité, action sociale. Maintenir les tarifs accessibles à toutes les familles. S'investir dans le développement durable avec la poursuite de la rénovation de l'éclairage public et le passage en LED des bâtiments municipaux. Assurer la sécurité de tous les concitoyens. En parlant de développement durable, comme nous l'avions fait il y a 2 ans, et ça sera présenté par Nathalie Pastorel, on refera le rapport de développement durable avec nos consommations de bâtiments et nos services au niveau de l'eau. Mais on ne peut pas le faire aujourd'hui du fait de la facturation qui n'est pas toujours précise. En tout cas, on aura les montants et la puissance consommée. Il y aura un focus évidemment sur l'éclairage public et les économies que nous faisons avec tous nos investissements. Vous avez ici à l'écran le projet de PPI 2025 qui est un PPI non figé et glissant suivant les circonstances. Je vais un peu dire ce que je dis depuis le 20, c'est que c'est compliqué de prévoir, c'est encore plus compliqué de prévoir, il y a toujours des inconnus qui arrivent de plus en plus. Donc c'est une feuille de route, il est important d'avoir une feuille de route, mais il ne faut pas non plus que ce soit trop figé pour qu'on puisse avoir de la réactivité par rapport aux besoins de la commune et de nos habitants. Sur l'ensemble, je pense que j'ai déjà un petit peu évoqué les choses. Évidemment, je précise que pour l'école élémentaire Paul Bert, l'ascenseur est une première étape et que l'isolation du bâtiment suivra aussi l'année prochaine. Hein, voilà, c'est un cycle qui se fait sur 2 années. Et on a après, sur la 2e page, les différents travaux qui sont vus. On prévoit aussi un petit cycle d'investissement au niveau de la salle de l'Éden pour l'année 2025. Et ça, aujourd'hui, on précisera les choses fin 2024. Voilà, pour une présentation la plus succincte pour qu'on puisse avoir des échanges, et des échanges, c'est surtout, je pense, des questions. Je suis là pour vous répondre. Moi qui n'en ai pas, mais j'ai pas. Monsieur Blondel. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les adjoints, conseillers municipaux, bonsoir. Permettez-moi tout d'abord de remercier les services financiers de la commune pour leur excellent travail fourni à travers ce document, rapport de l'évaluation budgétaire 2024 et des explications données lors de la commission municipale. Certes, je risque peut-être d'être technique et n'allez pas croire que c'est un dialogue avec vous, monsieur le maire. Un ROB porte sur les orientations budgétaires envisagées, les évolutions prévues en dépenses et recettes basées sur des hypothèses retenues pour la construction du budget et des engagements pluriannuels. Ce ROB sert de base au DOB. Vous nous informez, page 7 de votre annexe, que les aides sociales sont stables. Mais le nombre de personnes aidées est en augmentation de 52 personnes, soit plus de 20%. Les aides diminuent quant à elles de 404 €,
soit une aide par bénéficiaire en 2023 de 218 €, et quant à 2022, l'aide était de 264 €, soit une baisse de 17,42%. Bien sûr, nous allons voir une revalorisation de 3,9% de la base des valeurs locatives, d'où la fiscalité et l'augmentation des recettes. La crise économique, énergétique et sociale, une accélération de l'inflation, ces facteurs exogènes affectent le budget des communes. Dans l'analyse rétrospective, hausse des recettes de 478 kg€, hors filet de sécurité, quant aux dépenses de fonctionnement en baisse de 60 kg€, malgré une hausse des fluides de 7,68%, l'alimentaire de 10,64%, de 2022 à 2023, en recettes de fonctionnement, les 478 €, hausse de 401 € de la fiscalité directe, baisse des autres recettes fiscales de 124 kg€, hausse des dotations et participations de 176 kg€, hors filet de sécurité. On peut constater une stabilité de la compensation de la MEL, une baisse des droits de mutation, une légère hausse des dotations et participations de 4,72%. Pour les charges de fonctionnement, les charges de personnel, légère augmentation de 1%, baisse des charges à caractère général de 4,42%. La principale baisse est quand même due à la fin de l'allocation des bâtiments modulaires au parc Maréchal de 116 kg€. Baisse des charges financières, mais vous ne levez pas tous les emprunts. Sur les effectifs, baisse de 8 personnes, en ETP, 8 personnes aussi. Notre épargne brute hors filet de sécurité est de 1894 kg€, en hausse de près de 40%. Quant à notre épargne nette est de 611 kg€, celle-ci est multipliée par 5 par rapport à l'année précédente. Quant à l'état de la dette communale, ce dernier revient au niveau de 2019 et nous revenons aux zones vertes. Je vous dirais, c'est facile quand on ne lève pas les emprunts. Quant à la section investissement, vous nous indiquez à la page 27, emprunt 2 millions d'euros, CFUA de 2023, et à la page 26, déblocage en 2023 de 800 kg€. Moi, je vois une différence de 1,2 million. Alors, est-ce qu'un emprunt de 2022 qui est élevé en 2023 ou emprunt non levé, comme je disais précédemment? Pour les dépenses d'équipement, 2 320 kg€. Dans le budget des dépenses d'équipement, avec les restes à réaliser, dans votre budget de 2023, vous avez été à 3 105 000. Je vois quand même une différence, là encore, de 800 000 €. En analysant vos données, vos dépenses d'équipement brut ont diminué de près de 50% par rapport aux 3 premières années de votre mandat. Au congrès des maires du 21 novembre 2023, les communes ont subi de plein fouet l'inflation lors du premier semestre, mais ils semblent désormais se stabiliser à un niveau inférieur à l'indice des prix à la consommation. Cette information devrait être favorable à votre budget 2024. Mais quid des suivants? Au vu des budgets contraints, peut-être des désengagements financiers de l'État et nos divers financeurs avec des charges incompressibles, personnel, intérêt de la dette, malgré votre gestion saine et dynamique, que comptez faire pour les années futures? En ce qui concerne les éléments de prospective et orientation budgétaire, bien que toutes ces données sont prévisionnelles, vos marges de manœuvre sont très faibles. Vous allez maintenir la qualité du service public, faisant suite à une consultation que vous avez faite l'année dernière. Les Lissois sont favorables à une diminution des actions menées de 67%. Concernant la section de fonctionnement, les recettes sont stables. Évolution de 0,77. Quant à la dépense, la hausse est de 4,56%. Hausse des dépenses incompressibles, charges de personnel, frais financiers. Le PLFP de 2023-2027 fixe un objectif de progression pour 2024 de 2%. Bien que cet objectif est une prévision, mais nous sommes à 4,56, au double. Vous nous indiquez que votre objectif est de limiter la hausse des dépenses de charges à caractère général. Mais certaines hausses ne dépendent pas de vous, sans compter l'inflation qui n'est toujours pas jugulée.
Pour les subventions, participations et contingents, mis à part celles du CCAS, celles-ci sont stables. Concernant l'épargne prévisionnelle nette, après une hausse en 2024, cette dernière baisse en 2025 de 240 kg. De même pour l'épargne brute. Quid de notre futur autofinancement et de l'effet ciseau? Levée éventuelle de nouveaux emprunts dans les années futures? Quelles sont vos orientations pour maîtriser les charges courantes? Vous nous dites recherche d'économie et d'optimisation. Quid? En 2024, hausse des dépenses de fonctionnement de 628 kg. Et pour 2025, baisse de 72 000 kg. Charge à caractère général, de 70 kg. Ne pouvait-on pas appliquer cette baisse dès 2024? Puis de votre projet de mise en place d'un budget participatif avec les habitants. Concernant les dépenses d'investissement de votre PPI, le PPI pour 2024 se monte à 1934 kg. Nous rajouterons au budget les restes à réaliser. Vous prévoyez en 2024 une étude de 50 kg sur le béguinage, mais rien sur 2025. J'aimerais savoir quel rendu il va y avoir de cette étude, puisqu'il n'y a rien de prévu en 2025 dans votre pays sur le béguinage. Les Lissois doivent-ils comprendre que pour maintenir votre équilibre budgétaire et assurer le meilleur service quotidien possible à l'ensemble de la population à moindre coût, et à travers vos investissements, le développement harmonieux de la commune, vous devez, malgré les contraintes financières, chute des droits de mutation, suppression du filet de sécurité, hausse mécanique de charges de personnel, baisse de croissance et une nécessité de réduire les dépenses en réponse à une diminution des recettes, revoir votre trajectoire budgétaire et affiner votre budget 2024. Il vous faudra faire des choix budgétaires judicieux et maîtriser ces derniers et trouver les bonnes solutions. Ne peut-on accentuer le travail en intercommunalité, faire des économies d'échelle, appliquer dès 2024 la baisse des charges à caractère général et ne pas attendre 2025? Je vous rappelle que les Lissois sont quand même favorables à une baisse des actions menées par la commune. Je ne sais pas lesquelles, mais enfin, ils sont favorables. J'ai pris bonne note de la non-augmentation des taux d'imposition, espérant qu'il sera de même pour les tarifs des prestations municipales. Merci de m'avoir écouté, monsieur. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre se pose une question de suite ou si je réponds d'abord. Non, alors, il n'y a pas de technique parce que quand on fait de la politique, on fait de la politique, on ne fait pas du technique. Et je reprends à la première remarque faite. Tout d'abord, je pense qu'on peut associer l'ensemble des élus, effectivement, aux remerciements adressés au service finance comptabilité et à l'ensemble des autres services qui remontent aussi toutes les informations pour qu'on ait un document complet le plus possible, qu'on complète chaque année. Je le dis aussi régulièrement, quand on voit des grandes institutions, des grandes collectivités, ils ont rarement un document avec autant de pages et aussi complet. Parce qu'on n'écrit pas non plus en caractère 16. Donc il est quand même assez dense et il y a beaucoup d'informations. Alors tout d'abord par rapport aux demandes d'aide, je ne vais pas dire que je renvoie au rapport qu'on va donner au niveau du CCAS qu'on fournira à chaque conseiller municipal, mais il y a aussi la proposition de la famille qui change par rapport au montant de l'aide qu'on peut donner et par rapport aussi aux aides qui sont sollicitées. Il y a un rapport annuel qui va être présenté au conseil d'administration demain soir du CCAS. On l'adressera à chacun vendredi matin après le conseil d'administration du CCAS. Bien évidemment, il y a des choses que j'ai oubliées, enfin que je n'ai pas oubliées, mais que je n'ai pas voulu évoquer lors de la présentation de ce document, pour éviter la lourdeur, mais qui ont été citées par M. Blondel, et évidemment les droits de mutation et la situation du personnel. Ce sont des choses où on partage le même point de vue. Par rapport aux emprunts, alors, on peut dire que c'est toujours un petit peu la même rengaine, mais je vais mélanger un peu le technique et le politique quand même sur le coup. On sait très bien que quand on construit un budget,
on construit avec les recettes certaines. Les subventions, on n'est pas sûr de les avoir. Donc c'est pour ça qu'on les inscrit en face, en emprunt, et après on les déduit du besoin d'emprunt par rapport à aux subventions. Mais il n'y a pas que cela, il y a également notre virement interne par rapport à notre autofinancement. On a du mal quand même à savoir et à connaître notre autofinancement du 31 décembre dans l'année en cours. On peut le dire, allez, à partir du 15 décembre, on peut dire à peu près le montant exact. Mais avant le 15 décembre, c'est compliqué d'être très précis là-dessus. On peut avoir des orientations au mois de septembre, mais on n'a pas, quand on construit le budget, c'est impossible d'avoir le montant exact de l'autofinancement et donc ce qu'on peut dégager pour financer notre investissement sans avoir recours à l'emprunt. Effectivement, on prévoit une baisse des dépenses d'équipement à l'avenir par rapport aux 3 premières années du mandat. Je rajouterai quand même, et je regarde M. Jeanne, l'année 2019, l'année 2018 avec l'investissement du cycle Paul-Bert. C'est quand même 10 millions sur quelques années. Je ne dis pas qu'on ne va pas investir, mais on va quand même investir dans une moindre mesure parce qu'on axe le désendettement de la commune. Je le rappelle parce que vous l'avez bien souligné et j'aurais dû le dire, je le regrette, mais on sort de toutes les zones de pré-vigilance. Parce qu'on est en 2022 très compliqué. On sait gérer les crises hallucinantes, les crises financières, quand on nous a ponctionné notre DGF, quand on a eu cette crise Covid et la crise l'année dernière au niveau de l'inflation des dépenses énergétiques, on a su faire face. L'année dernière, c'était une année très difficile, l'année 2022, enfin l'année précédente. L'année 2023 a été quand même un peu plus facile et on a tout de suite musclé le jeu. On a toujours été très vigilants aussi, il ne faut pas dire qu'on invente des choses qu'on ne faisait pas auparavant. Je rappelle quand même donc, que je disais par rapport aux baisses d'équipement et aussi l'acquisition de la maison d'Aluin à 1 million, qui n'était pas forcément non plus prévu au départ dans le PPI, qui avait été amené au fur et à mesure. Il y a effectivement cet effet ciseau qu'on n'a pas connu cette année, en tout cas sur le bilan de 2023. Pour le béguinage, moi aussi j'aimerais bien avoir le résultat de l'étude, sauf que sans avoir passé l'étude, je ne peux pas le dire, et effectivement, on inscrira les crédits correspondants. Aujourd'hui, sans étude, je ne peux pas savoir. La première question, et tout le monde se la pose ici, c'est quelle est la nature du sol et quelle est l'ampleur des travaux. C'est ça aussi le problème. Déjà, je ne vais pas refaire tout l'historique de cette salle, mais elle n'a pas commencé à fissurer au début des années 2000. Je pense qu'il y a eu des malfaçons au départ et que les garanties n'ont peut-être pas été levées à l'époque. Maintenant, est-ce que c'est du fait du sol? Est-ce que c'est... Voilà. Donc on n'en sait rien. Donc là, je pense qu'il est urgent d'avoir le résultat de cette étude, enfin déjà qu'on puisse la commander, et qu'on puisse après... et on se réunira lors d'une commission spécifique là-dessus, en commission finance et en commission travaux, à mon avis, élargie sur le sujet, et on verra les crédits correspondants. Mais nous souhaitons reconstruire une salle à cet endroit, d'une moindre ampleur, parce qu'il n'y aura plus de production de cuisine, évidemment, et il n'y en avait déjà plus depuis de nombreuses années, sur cette salle. Et ce sera effectivement un bâtiment moderne avec toutes les économies d'énergie possibles. Mais vous dire comment sera la salle, comment elle sera disposée, et comment les matériaux, quels seront les matériaux, et quel en sera le coût, je ne peux pas vous le dire aujourd'hui. Par contre, quand on aura l'étude, on pourra vous dire ce qui sera financièrement supportable par la ville. Je pense avoir... si, par rapport aux pistes d'économie, et c'était évoqué aussi dans votre propos, il y a aussi le personnel, on a moins de personnes dans notre
dans nos effectifs, alors on a des gens qui sont sortis, qui étaient en maladie, qui sont partis en retraite d'office, mais c'est comme des gens qui ont payé déjà à demi-traitement. Il y a des personnes qui sont sorties des effectifs et qu'on n'a pas forcément remplacé. On cherche toujours, il y a la mutualisation avec les autres communes. Il y aura un projet d'ailleurs qui sera soumis en fin de conseil pour offrir plus avec les mêmes moyens, mais il y a aussi la mutualisation entre services. Et là, on a accentué aussi cette polyvalence et cette mutualisation interservices. Et puis, il y a des choses aussi qui risquent de changer. Il y a des départs en retraite qui ne seront pas forcément remplacés par un contrat de fonctionnaire titulaire. Ce sera aussi peut-être une externalisation au niveau d'un service privé. Ça ne concerne pas la restauration municipale. Je le dis, voilà, je précise les choses. La restauration municipale n'est pas dans cette question. Et tout ce qui concerne les politiques, je veux dire, traditionnelles des villes ne seront pas concernés par cette vague, peut-être de recours au privé, mais je pense qu'il y a des bâtiments au niveau des heures de ménage, ou alors certaines choses en espace vert, où quand on a beaucoup d'arrêts, on peut peut-être déléguer un peu plus à des entreprises sur certaines prestations, voilà, pour être raisonnable. Mais une ville, c'est pas une entreprise privée, c'est beaucoup plus important qu'une entreprise privée, parce qu'on gère des services publics. Et c'est un gros navire, une grosse machine qu'il faut aussi bouger et moderniser en douceur, parce qu'il y a un historique, il y a un contexte historique, ça s'est fait d'une telle manière, il faut savoir pourquoi, comprendre et modifier et adapter les choses. Ce qui a été fait auparavant n'est pas forcément toujours mauvais, parce que c'était fait dans des circonstances. Après, des choses qu'on doit moderniser, mais il faut faire toujours très attention à tout ça. Je ne vais pas me renier par rapport à tout ce que j'ai pu dire. L'externalisation complète de tous les services, ce n'est pas du tout une vision que j'ai, et je pense que tout le monde partage aussi cette vision. Il peut y avoir des externalisations sur certains services, mais la bonne partie de nos services doit rester en interne avec une maîtrise municipale complète. Je pense qu'on en est tous d'accord. Voilà, j'espère avoir répondu à ce que j'ai pu noter. Voilà. Peut-être deux questions suivantes. Monsieur le maire, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs, bonsoir. Je m'exprime au nom des élus d'Agir Ensemble. Donc, nous vous remercions également pour les documents fournis. Nous remercions l'ensemble du personnel communal et en particulier le service finance pour la réalisation de ce dossier. Vous comprendrez certainement que mon intervention sera assez succincte au vu des circonstances que traverse notre groupe depuis ces derniers jours. Voici donc notre constat et nos réflexions à la lecture du ROB. Notons qu'en 2023, le filet de sécurité a représenté près de la moitié de l'autofinancement de la ville, 385 000 € sur les 863 000, c'est-à-dire 44,6%. L'Isléanois est donc passé par une belle porte, et cela confirme aussi toutes les alertes que nous vous avions adressées concernant la nécessaire réduction des dépenses de la commune. De 2023 à 2024, vous prévoyez une augmentation des recettes réelles de fonctionnement de 0,77%, une augmentation des dépenses réelles de fonctionnement de 4,56%. Les prévisions de dépenses sont une nouvelle fois plus importantes que les recettes. Attention au fameux effet ciseau. Page 30. Il aurait été plus intéressant d'afficher les résultats du compte financier unique anticipé 2023 pour pouvoir comparer la réalité de la réalisation à une prévision dont on a vu cette année qu'elles étaient réalisées bien différemment. Comparer des prévisions à des résultats passés permet ainsi à chacun de prendre mesure de la réalité. Pour avoir une vraie vision budgétaire, il nous semble nécessaire de comparer ce qui a été réalisé à ce que vous aviez envisagé d'entreprendre. Comme l'année dernière, nous aurions aimé avoir les réalisés 2022 et 2023 à côté des prévisionnels dans le PPI. Autre point, pour les tarifs municipaux, vous annoncez qu'ils sont susceptibles d'être réévalués en 2024. Vous nous l'annoncez encore ce soir. Pourriez-vous développer? Alors on sait maintenant qu'il n'y aura pas la restauration municipale, mais quel tarif et à quel terme? Enfin, en ce qui concerne l'investissement, il faudra rester extrêmement vigilant sur l'emprunt. Avec des taux à 4,5%, voire 5%, l'argent reste très cher. L'Isléanois se
se sent mieux, a une meilleure santé financière, mais elle n'est pas encore extraordinaire et la marge de manœuvre reste limitée. Enfin, je terminerai avec une question. Lors de la commission finances, en présentant la possibilité pour les communes de mettre en place une exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties, dans le cadre de travaux de rénovation visant à améliorer la performance énergétique des logements, vous avez dit ne pas y être favorable. Pourquoi? C'est dommage de ne pas faire profiter aux Lissois, certes, avec une baisse pour la commune des recettes fiscales, mais en participant ainsi à l'effort collectif pour l'avenir de notre planète. Merci. Pour la dernière question, c'est l'État qui décide de le faire sur la part sur l'impôt sur le revenu, plutôt que de le faire sur la taxe foncière. Parce que la dernière question vient de casser complètement votre démonstration. Vous voulez qu'on supprime des recettes? Je le compense par quoi? Vous dites qu'il fallait faire attention aux dépenses, vous alertez depuis des années. À chaque conseil, je vous demande quelles dépenses vous voulez supprimer. Vous répondez jamais. Je le dis à chaque fois, mais vous pourriez l'être. Vous auriez pu l'être. Donc voilà, c'est facile de dire on critique, on pose des questions, mais vous n'avez pas de contre-proposition. Est-ce que vous feriez l'inverse? Est-ce qu'aujourd'hui vous feriez l'inverse? Est-ce que la ville de Lissouano aujourd'hui, en n'augmentant pas les impôts, en n'augmentant pas les tarifs de prestations municipales concernant les cantines et les ARSH, pour vous va dans le mur? Est-ce qu'on a fermé un service? Non. On n'a rien fermé. Est-ce qu'on a arrêté d'investir? Non. On a continué à investir et investir directement pour les familles et pour les Lissois. Aucune dépense de prestige. Aucune. Que des actions pour le pouvoir d'achat et pour la sécurité, et on en aura encore la démonstration après. Concernant l'emprunt, je vais regarder les élus de la majorité du mandat précédent. Qu'est-ce que j'ai entendu par rapport à la stratégie des 10 millions d'euros sur l'école Paul Bert, en disant qu'il fallait phaser, que l'emprunt ne devait pas tout se faire sur un seul exercice. Il fallait le faire sur plusieurs exercices pour aller chercher les subventions et pouvoir récupérer le fonds, le FCTVA pour qu'on ait un autofinancement de nos investissements via la récupération de la TVA. Cette stratégie, on a dit non, il faut le faire tout de suite. Et on a bien fait. Alors oui, on peut comparer d'une année à année et après on peut expliquer les épiphénomènes. Mais sur l'ensemble, une vision budgétaire, évidemment, ça ne s'arrête pas à une année et il faut regarder ce qui s'est passé et il faut avoir une vision un peu plus à long terme. On peut s'amuser à faire des projections à 10, 15 ou 20 ans qui n'auront aucun sens. Par contre, on a une vue sur l'investissement et sur les actions de la commune. Je pense sincèrement que vous n'êtes pas aux affaires, donc vous n'allez pas dire que c'est bien, mais que vous ne feriez quasiment aucune chose différemment que ce qu'on fait. Vous n'avez pas les marges de manœuvre. On n'a pas les marges de manœuvre. Et ceux qui aujourd'hui disent « Oui, la ville de Lys est dans une situation difficile », malheureusement, on n'a pas de compte-rendu audio d'auparavant, mais à chaque discussion budgétaire, on est toujours sur les mêmes thèmes. Autofinancement fragile. La ville de Lys n'a jamais eu un autofinancement mirobolant. Jamais. Il faut se le dire. Il y a toujours eu des choses où on a dit « Attention, c'est compliqué ». Il y a toujours eu cela. La ville, et de la preuve, la ville a toujours voté son budget en mars. Et non, comme certaines villes qui ont plus de marge de manœuvre, ils le font au mois de décembre. Nous, on doit le faire en mars pour pouvoir reprendre les résultats tout de suite. Ça a toujours été comme ça. La ville de Lys n'est pas une ville avec des marges de manœuvre énormes. Et aussi, une des forces, et ça c'est la force la plus importante, c'est que notre argent va aux Lyssois.
au niveau des services publics quotidiens. Vous connaissez beaucoup de villes de 13 700 habitants qui ont tous les équipements de proximité qu'on a chez nous. Une piscine, une bibliothèque reconnue, une crèche, une école de musique, tous ces services, une police municipale, 100% dédiée aux Lissois. Ben franchement, il n'y en a pas énormément. Moi, je veux bien les remarques, mais dites-nous quelles dépenses. Dites-nous vraiment quelles dépenses. Alors oui, on a fait un sondage, et je reprends un petit peu ce que M. Blondel a dit, on a fait un sondage aussi dans une situation qu'il faut replacer dans son contexte, dans une année compliquée, et savoir où on allait ou on n'allait pas. Regardez, j'ai supprimé, je l'assume, les vœux du maire. Pourquoi? Parce que c'est qu'une seule partie des personnes qui viennent sur invitation. Et il y a beaucoup de personnes qui n'habitent même pas la commune qui viennent. Je ne peux pas inviter tous les Lissois ne peuvent pas venir. Je pense que ce sont des dépenses que je n'assume pas dans les circonstances actuelles. Et je comprends et j'estime qu'on n'a pas à faire de vœux à inviter une toute petite partie de la population par rapport à l'ensemble. Je préfère ne pas faire des vœux et ne pas augmenter les cantines et continuer à avoir des ALSH de qualité. Voilà. Moi, je ne peux pas rogner sur le service public du quotidien. On ne lance pas de grands projets d'investissement, en dehors des principes de bon sens, parce que nos seuls investissements, c'est la réflexion pour la mise en sécurité et c'est du gain énergétique. Et c'est aussi favoriser les mobilités douces, parce que je rappelle que chaque année, on refait un sentier pour que les personnes puissent marcher et voire l'utiliser avec leur vélo quand les sentiers le peuvent. Il y a des sentiers que c'est un peu plus étroit, mais on travaille là-dessus aussi sur la préparation du monde de demain. Avoir fait, parce que c'est aussi dans le bilan 2023, et on aura les résultats un peu plus tard dans l'année, parce que les panneaux solaires en hiver, ça ne rend pas beaucoup, mais on aura à partir de l'été des chiffres un peu plus intéressants à comparer. Investir dans la plus grande centrale, je veux dire centrale, parce que pour faire un grand mot, hein, mais la plus grande centrale photovoltaïque de la métropole sur un bâtiment public, c'est quand même pas rien. Ouais, voilà. Voilà ce qu'on a fait. C'est ça, préparer l'avenir. C'est prévoir, faire des investissements pour que nos dépenses de fonctionnement diminuent ou n'augmentent pas d'une manière incroyable. Voilà, donc moi je n'ai toujours pas la réponse sur les dépenses. À moi. Et je sais que je ne l'aurai pas cette année, je ne l'aurai pas l'année prochaine non plus. C'est pas à nous de les donner les réponses. On peut participer éventuellement à une consultation, à des échanges avec vous, mais c'est bien vous qui êtes responsable de la ville, donc c'est à vous de les trouver, c'est pas à nous de vous les donner, c'est pas le but. Par contre, on veut bien échanger avec vous sur les propositions que vous avez à faire et peut-être d'autres orientations. Mais c'est pas nous qui devons être à l'initiative. Quand on est élu, on ne se comporte pas comme Ponce Pilate en disant ça c'est bien, ça c'est pas bien et je remets aux autres. Quand on est élu, on donne son avis. Vous donnez pas vos propositions. Vous avez des propositions différentes? Est-ce que, honnêtement, on a des marges de manœuvre différentes? Que ce soit quelqu'un d'autre ou moi-même, ce serait exactement la même chose. Celui qui veut aujourd'hui des marges de manœuvre suffisantes pour avoir un grand projet d'augmenter les impôts, mais pas de 1 ou 2%, hein. C'est plus de 10% pour avoir des marges de manœuvre suffisantes. Moi, aujourd'hui comme demain, ce sera non. Regardez, j'ai voté, et j'étais l'un des seuls maires à avoir voté contre l'augmentation de la taxe et les enlèvements des ordures ménagères. Parce que je sais que ça pèse sur l'ensemble des métropolitains, et notamment chez les Lissois. Mais c'est le pouvoir d'achat aujourd'hui. Vous entendez tous les jours, et vous entendez les gens comme moi, qu'est-ce que les gens disent? On doit rogner sur notre quotidien. On a des sorties qu'on ne peut plus faire, des choses qu'on ne peut plus faire avec les enfants. Ben oui. Et ben moi, aujourd'hui, ce que je souhaite, et ce qu'on souhaite avec la majorité municipale, c'est que la ville n'aggrave pas le budget des familles.
Et quand on fait en plus des spectacles, des animations qui correspondent aux seniors, qui ramènent des seniors, qui ramènent des familles, qui ramènent, comme les nouveaux samedis petits, comme le spectacle de marionnettes qu'il y a eu il y a 15 jours à l'Éden, qui ramène tout un public large qui ne sortait pas forcément, et ben voilà, on a gagné, on fait bouger la ville, et ça coûte très peu au lycée. Parce qu'il n'y a pas que la gestion comptable, il y a aussi la vie quotidienne. On n'est pas dans une ville éteinte, il faut avoir les moyens de ses ambitions. Et on n'a pas les moyens aujourd'hui de faire des choses qui ne correspondent pas à la réalité. S'il n'y a pas de questions, je vous propose qu'on acte le fait qu'il y ait eu une présentation et puis des discussions, voire des propositions et des actes, et puis après des questions qui sont restées sans réponse. Donc qui acte qu'il y a eu des paroles échangées? Tout le monde, donc on peut passer au vote. Unanimité. Délibération votée à l'unanimité. Je laisse la parole à M. Hamp pour le chauffage. Bonsoir à tous. Je vais vous présenter donc une délibération concernant l'appel d'offres pour l'exploitation thermique des bâtiments communaux. Donc le marché de chauffage exploité actuellement par l'État vient à son terme en juin 2024. Nous sommes donc en cours de rédaction du cahier des charges pour le renouvellement de ce marché avec l'aide des ingénieries et notre AMO. La mise en place du nouveau contrat doit se faire pour la rentrée de septembre. Ce marché sera conclu après un appel d'offres européen, son montant étant supérieur au seuil du marché de services. Nous avons déjà eu deux réunions avec notre AMO. Le dessin du contrat semble se diriger vers un contrat MTI. C'est un contrat qui est actuellement déjà en cours. C'est un contrat avec un marché de température avec intéressement au bénéfice, avec des postes P1, P2 et P3 sur une grande partie des chaufferies, et un simple contrat P2, P3 sur le reste de nos chaufferies, avec à la clé un contrat d'énergie avec l'UGAP, qui fait d'ailleurs l'objet de la seconde délibération. Est-ce que quelqu'un a des questions sur cette délibération? S'il n'y a pas de questions, on peut donc passer au vote. Qui s'abstient, qui vote contre? Délibération votée à l'unanimité. Donc pour la seconde délibération, il s'agit du renouvellement de l'adhésion au dispositif d'achat groupé proposé par l'UGAP. Il s'agit d'un renouvellement de contrat puisqu'on adhère déjà à ce dispositif. Il permettra à la ville de se fournir en gaz pour les sites non fournis par Dalkia, et ce du 1er juillet 2025 au 31 décembre 2028. Nous ne connaissons bien sûr pas la valeur du gaz acheté à ce jour, puisque ce dispositif est justement d'intégrer une procédure d'appel d'offres mise en place par l'UGAP. Donc nous avons juste un retour d'expérience qui nous permet de dire aujourd'hui que le marché UGAP est très intéressant pour nous, aussi bien en tarif, et qu'également il nous évite un appel d'offres qu'on devrait faire nous-mêmes. Notre consommation est estimée à 160 000 €. Donc ce serait un marché pareil européen, et ce serait assez compliqué à analyser. Donc le fait de prendre du GAP, c'est vraiment pour nous un gain de qualité et un gain également financier. Voilà. Si quelqu'un a des questions sur cette deuxième délibération.
On n'a pas de questions, donc on peut passer au vote. Qui s'abstient, qui vote contre? Délibération votée à l'unanimité. C'est 2E. Donc maintenant, la troisième délibération concerne l'adhésion au dispositif métropolitain de valorisation des C2E. Depuis 2019, la MEL propose un dispositif de mutualisation des C2E afin de pouvoir les valoriser au meilleur prix. Actuellement, nous adhérons déjà au dispositif de la MEL, mais pour les périodes de 2024 à 2025, et suite à une nouvelle mise en concurrence, la MEL a conclu un accord avec la société Helio. Nous devons donc, pour rester dans ce groupement, signer un avenant au contrat, étant donné qu'il y a changement de partenariat et changement de tarif de rachat. Donc les C2E étaient rachetés avant cet avenant à 7,10 € brut du mégawatt, et au lieu de 6,80 brut. Est-ce que quelqu'un a des questions sur cette délibération? Non. Donc on peut passer au vote. Qui s'abstient, qui vote contre? Délibération votée à l'unanimité. Donc la quatrième délibération, la convention de mise à disposition du terrain synthétique du stade Jean Scholl au profit de la Ligue. Lors de la réfection du terrain synthétique du stade Jean Scholl, nous avons fait une demande de subvention auprès de la Ligue et nous avons reçu donc en 2022 une subvention de 15 000 €. Cette subvention nous a été accordée avec une condition qui était de mettre le terrain à disposition de la Ligue et du district pendant les saisons sportives 2023-2027. Donc une convention a donc été rédigée et je vous demande donc d'autoriser M. le maire à signer cette convention tripartite qui fait partie des pièces jointes. Est-ce que quelqu'un a une question sur cette quatrième convention? Avant le vote, je souhaite préciser que même si la convention s'arrête en 2026-2027, le club de foot aura toujours la possibilité d'utiliser gratuitement le terrain. C'est jamais. Monsieur Ledru ne peut pas voter, justement. Ils sont en première division. Donc on peut passer au vote. Qui s'abstient, qui vote contre? Délibération votée à l'unanimité. Les votants. Les votants. Je vais passer donc à la cinquième délibération qui concerne l'urbanisme et qui, pour la définition des zones d'accélération et pour le développement de la production d'énergie renouvelable. Donc le plan climat air énergie métropolitain fixe l'objectif de multiplier par 2,3 la production d'énergie renouvelable d'ici 2030 et d'atteindre une part de 18% d'énergie renouvelable d'ici 2050. Pour atteindre cet objectif, la loi du 10 mars 2023 demande aux communes de définir des zones d'accélération pour le développement et la production d'énergie renouvelable. Ces zones doivent permettre d'identifier les zones prioritaires pour accueillir les équipements de production d'énergie renouvelable. L'objectif étant d'envoyer un signal fort afin d'inciter à l'implantation des projets sur les secteurs qui ont été jugés les plus opportuns. La loi prévoit que ces zones doivent faire l'objet d'une concertation avec le public. Il est demandé dans la délibération d'aujourd'hui de valider la proposition des zones ainsi que les modalités de la concertation avec le public. Pour les dites zones, nous avons donc un plan en annexe. Et pour les modalités de concertation, il est proposé de mettre un registre à disposition du public au jour et heure d'ouverture de la mairie, du 22 février au 22 mars 2024, ainsi qu'un lien pour une consultation en ligne aux mêmes dates. À l'issue de la concertation, un bilan des contributions sera présenté et des modifications des propositions de zonage pourront être examinées et débattues au sein du conseil municipal.
si vous êtes d'accord et si aucune question ne se présente, je vous propose de voter pour cette délibération. Y a-t-il des questions? Non. Donc on peut passer au vote. Qui s'abstient, qui vote contre? Délibération votée à l'unanimité. Monsieur Mortier. Bonsoir à toutes et à tous. Si vous le permettez, s'il est possible de voter l'ensemble des délibérations en une fois concernant l'installation de dispositifs de vidéoprotection sur la commune, je vais tout au moins rappeler les sites qu'on souhaite équiper cette année. Donc la rue Cavrois à l'angle de la rue Schumann, la rue du Général Leclerc à l'angle de la rue du Colisée, le parking de la rue du Meunier situé à l'angle de la rue du Général Leclerc, la rue Jean Moulin, ainsi que la rue d'Isly à l'angle de la rue du Capitaine Parent. Donc ce dispositif a pour objectif de forcément dissuader, de réduire le nombre de faits commis, de renforcer le sentiment de sécurité sur ces quartiers, de permettre une intervention plus efficace des services de police municipale, mais également de faciliter l'identification des auteurs d'infractions. Y a-t-il des questions en lien avec ces délibérations? Oui, j'ai lu avec intérêt vos 4-5 délibérations. Je m'aperçois que ça a des caméras à lecture de plaques d'immatriculation un peu partout, des caméras d'ambiance. Et je suis très étonné des différences de prix. Une à Cavrois pour 33 000 €. 4 à du Général Leclerc pour 23 000 €. 2 à Meunier pour 17 000 €. Une à Jean Moulin pour 12 000 €. Une à Parent pour 18 000 €. Je pense, d'après ce qu'on a comme information, que c'est le même type de caméra. Et au point de vue économique, rue du Général Leclerc, Colisée, d'un côté c'est bien Lannoy. Est-ce que Lannoy ne peut pas participer aussi? Et de l'autre côté, Aumônier, de l'autre côté c'est Lannoy aussi. Donc je suis un peu étonné. Non, l'angle de la rue du Meunier Général. Meunier, si on prend plus loin, il y a le cimetière de Lannoy. Non, il faut sauter Pas Là, c'est plus à hauteur de la pharmacie Tanxos. Vous voyez, donc vraiment à l'entrée de la rue du Meunier, le cimetière de Lannoy, il est bien plus loin. Général Leclerc, Colisée, c'est bien Lannoy. Et de côté, quand on va d'un côté, on va à Lannoy, de l'autre côté, on va rue du Général Leclerc, Touflers. Pour préciser les choses, la caméra est implantée sur la commune, c'est la seule commune qui est consultée. L'exemple type, c'est la caméra qui est au coin de la rue de Metz, la rue des Trois-Villes, la rue du Meunier et des rues de la Chapelle-Madame, uniquement sur le territoire de M et qui est frontalier à l'Isle-Lannoy. Mais là, cette implantation de caméra est sur M. De l'autre côté, au niveau de la rue des Trois-Villes, la rue du Cimetière, la rue de Metz pour Lys, et au coin de la rue de Chalengros, la caméra est implantée sur le territoire de l'Isle-Lannoy, donc c'est l'Isle-Lannoy. Pour la partie qui est au coin de la rue du Général Leclerc et du Meunier, elle sera implantée sur l'ancienne ferme Carrette. Donc là, la question ne se pose pas, on est complètement sur le territoire de Lys et à proximité, il faut aller quand même un petit peu loin. Pour la partie qui est au coin de la rue du Général Leclerc et de la rue du Colisée, la vue sera sur la rue du Général Leclerc et la rue du Colisée, là où il n'y a pas du tout de vue sur la Noix, on est entièrement sur Lys, sur le nouveau parking qui a été créé quand on a démoli les maisons qui étaient attendues depuis longtemps. Et cette différence de prix, En fait, cette différence de prix, elle est en lien en fait aux vues qui ont été demandées par la préfecture ainsi que par la police municipale. En fait, il y a différentes technologies. Une caméra de lecture de plaque, elle coûtera parfois moins cher qu'une caméra avec vue d'ambiance. Et en fait, il y a des carrefours qui sont parfois plus larges, où il faut des caméras avec une meilleure définition. Donc c'est ça qui explique parfois les différences de prix. Et également ce qu'il faut amener comme armoire électrique, s'il faut des antennes, des packs batteries, des antennes, forcément ça aura un impact sur le prix. Si la fibre a déjà été amenée sur le secteur, on arrive à revoir des tarifs à la baisse, c'est pas toujours le cas. Et si je peux ajouter
des précisions au propos de Monsieur le maire. Quand vous faites des demandes en préfecture pour l'installation d'une caméra, c'est bien au nom de la ville et il est parfois très compliqué de demander une participation financière d'une ville voisine. Enfin, la préfecture sera en mesure de refuser et elle refusera d'ailleurs. Mais il est évident que, comme la ville de Lannoy des caméras, les choses ont été discutées avec la ville de Lannoy et la police intercommunale dont dépend Lannoy pour que les vues ne soient pas doublées. C'est ce qui serait inutile. Donc voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, on peut passer au vote pour l'ensemble de ces délibérations, de ces 5 délibérations. Donc, pas de question, on peut passer au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Les délibérations sont votées à l'unanimité. On continue pour la délégation sécurité et police municipale. Là, pour être synthétique, c'est une convention que la ville passe donc avec l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions, ce qui va permettre à notre police municipale de dégager du temps dans le cadre des levées de fourrière. Parce qu'aujourd'hui, pour une levée de fourrière, nos agents de police municipale doivent se rendre au commissariat de Roubaix systématiquement. Alors que là, par le biais de cette dématérialisation et de cette convention, ils vont pouvoir faire le travail du poste de police et comme ça limitera les déplacements au commissariat de Roubaix et ça fera gagner du temps. Monsieur Mondé. Est-ce qu'on peut avoir un nombre annuel de mise en fourrière de véhicules sur la commune de Lissé-Lannoy? Puisqu'il n'y a pas de commission, donc on pose des questions. À peu près. En fait, à aujourd'hui, on est plus sur l'ordre d'une trentaine de fourrières, mais je peux demander les chiffres précis à la police municipale. Je n'ai pas le chiffre exact, hein. Mais, et c'est vraiment c'est essentiellement sur réquisition. Les fourrières sont essentiellement sur réquisition. Mais je vous ferai, je vous enverrai un mail à ce sujet pour que vous ayez le nombre exact sur l'année 2023 et les années précédentes. Comment? On l'a envoyé à tous les élus. C'est vous qui avez posé la question. Oui, non, mais Ouais, ça marche, pas de problème. peut-être intéressé aussi. Oui, tout le monde sera intéressé et on fera aussi la part de sollicitation quand c'est pour des braderies. Je sais pas. On mettra aussi le nom de fourrière pour l'installation des braderies. Ça. Voilà. Je vous dirais si les services municipaux mettaient bien les panneaux en temps et en heure avant. J'ai aucun problème. J'ai eu des problèmes ici au parking de la rue Jeanne d'Arc. Je peux vous le rappeler. Je pense que l'information peut être partagée peut-être sur le site de la ville, vu que souvent les Lissois sur les réseaux se plaignent entre guillemets de ce qui se passe sur les trottoirs et tout ça. Et si vous parlez peut-être du nombre de véhicules ou d'un service info mis en fourrière ou ce que fait la commune par rapport à ça, ça peut être que bénéfique. Je pense que quasiment chaque année on publie tous les chiffres de la police municipale. Donc vous devriez lire plus souvent les infos. Et les Lissois devraient lire aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui râlent et qui ne regardent pas les infos ou qui ne regardent pas le site internet, toutes les informations ici. Ça arrive d'avoir des loupés au niveau de l'information, mais sincèrement, il y a des moments, tout est sur les infos et quand il y a des endroits précis dans les quartiers, c'est dans les boîtes aux lettres et quelquefois il y a une porte-à-porte qui est fait pour que les gens soient informés. Ceci dit, on peut passer au vote. Qui s'abstient, qui vote contre? Délibération votée à l'unanimité. Bibliothèque municipale, médiathèque municipale, intercommunalité, mise en réseau des bibliothèques et médiathèques des villes de Lissy-Lannoy, M, Lannoy, Lers et Toufflers. Alors on en a parlé en commission. Il y a un projet qui est en cours concernant une mutualisation des bibliothèques. Alors je le dis tout de suite, et tout le monde le sait de toute façon, qu'il y a des bibliothèques qui sont municipales, qu'il y a des bibliothèques qui sont associatives. Il n'est nullement en question de remettre ces différentes structures, qu'elles soient associatives ou municipales. La ville de Lys gardera sa bibliothèque municipale, et les autres communes gardent leur mode de fonctionnement.
On a discuté après un projet de la métropole concernant la mise en réseau, mais c'est des projets qui sont récurrents au niveau de la métropole. Cette mise en réseau, même en ayant discuté avec des spécialistes de la question, avait déjà été évoquée au début des années 2000. Le temps de le faire, et puis voilà, avec tout ça, on n'a pas forcément, la ville n'avait pas souscrit aux différentes options. Pour avoir une mise en réseau, il faut être plusieurs au niveau de la métropole. Et donc, on a eu des discussions avec les villes de M, Lannoy, Lers et Touflers. La question nous concernant, en plus j'en ai parlé lors des discussions, c'est qu'on a une très belle bibliothèque qui fonctionne très bien. Est-ce que c'est intéressant pour nous de souscrire à cela? Oui. Bien sûr que oui. La petite blague de Claude, on l'a tous entendu. Pourquoi c'est intéressant? Non pas, et je le dis, même si je suis quelqu'un d'un peu plus jeune que la majorité des membres ici, je ne crois pas forcément à la bibliothèque numérique. Le service de la mail, je n'y crois pas, parce que je ne pense pas qu'un ado aille voir des vidéos sur Arte Vidéo via la plateforme de la mail. Ça peut exister, mais c'est quand même pas la majorité. Il y a déjà pas mal de plateformes qui existent, qui sont aussi dans des accès gratuits. Cette plateforme numérique, j'y crois pas trop. Par contre, cette mise en réseau, pourquoi c'est intéressant? La première, c'est que ça permet d'avoir des fonds qu'on n'a pas aujourd'hui à disposition avec des spécialisations. Par exemple, il y a une demande aujourd'hui au niveau des livres bilingues ou bilangues, on peut dire les deux, qu'on n'a pas en un très petit fonds. On a, nous, un fonds qui est assez important par rapport à d'autres, c'est un fonds, ce qu'on appelle Large Vision. Donc pour ceux qui ont des difficultés à voir, et des livres ne sortent, quand on l'achète, celui qui l'a déjà lu ne va pas forcément le relire, qui pourrait être partagé avec d'autres bibliothèques qui n'auraient pas forcément besoin de l'acquérir. Il y a ce partage de ces collections. Alors, évidemment, moi j'estime, et je pense que c'était partagé, que les livres jeunesse ne doivent pas forcément partir, doivent même rester dans nos fonds. Je pense que le dernier, et c'est ce qui est à la mode aujourd'hui, le dernier manga ou le dernier Mortel Adèle, ne doit pas être prêté dans d'autres communes, en sachant que déjà les Lissois ont déjà se battent entre eux pour avoir cet exemplaire pour pouvoir le consulter. Donc voilà, il y a quand même des choses où on ne peut pas tout mutualiser, mais sur des objectifs un peu plus précis que nous, on n'a pas aujourd'hui, ça peut être intéressant. Là où nous, on avait une petite demande, et qu'on a supprimée d'ailleurs, parce que la demande était trop faible par rapport au coût, c'est que, par exemple, à M, ils ont une DVD Tech qui tourne, assez importante, et où nous, on pourrait aussi se raccrocher pour les Lissois qui souhaitent avoir un CD ou un DVD. Après, là où la chose est encore plus intéressante, c'est qu'on va pouvoir mutualiser et partager ensemble les animations. Par exemple, on peut avoir des temps un peu plus importants, je pense que la bande dessinée en fait partie, le comics peut également en faire partie. Il y a aussi la ville de M qui travaille autour du roman et des contes à un temps annuel où nous on peut aussi bénéficier bien plus que ces animations, de ces animations, pardon. Et par exemple, on peut aussi sur l'année, avec une association, faire un bon de commande groupé avec une animation qui serait faite, par exemple, au mois de mai à Lannoy, au mois de septembre à Touflers et au mois de décembre à Lannoy, où on réduirait les coûts. On peut réduire les coûts en faisant beaucoup plus d'animations et en partageant. Ça, c'est des choses qui, aujourd'hui, sont importantes pour nous faire des économies. Après, c'est un premier pas, cette partie de convention, pour qu'on puisse faire bénéficier nos administrés d'une culture à proximité, pas de leur vente. Voilà une présentation rapide. Mais, je le dis, la bibliothèque de la ville de Lucy-la-Noire restera la meilleure bibliothèque du réseau. Ça, il n'y a pas de souci. Et ça ne déshabillera pas du tout l'activité actuelle. Je rappelle quand même qu'il y a une intervention dans les écoles, dans les AESH et à la crèche. Il y a aussi beaucoup de travail qui se fait avec les autres services
au niveau du livre. Bien sûr que on peut toujours faire mieux, mais sincèrement, quand on regarde autour, on est l'une des villes de la métropole où le livre a une place importante dans les politiques municipales et dans les politiques associatives. Parce qu'il y a aussi le secteur associatif après à mobiliser sur cette question. Il y a aussi les samedis ludiques aussi en plus. Oui, il y a aussi les samedis ludiques qui sont faits à la bibliothèque, et peut-être qu'on pourra aussi, à terme, avec l'ensemble des livres, une question de ludothèque qui pourrait peut-être aussi être créée grâce à ce réseau. Effectivement. Y a-t-il des questions, des remarques? Monsieur André. Merci, bienvenue la parole, monsieur le maire. Monsieur le maire, chers collègues, bonsoir. Écoutez, j'avais quelques questions, puis là, vous avez répondu en partie, donc je vais être très bref. Il y a juste un point de la délibération qui n'est pas repris, ça concerne le recrutement. Donc on parle d'économie grâce à la communauté. Recrutement, on va parler des dépenses, puisque là, la dépense de fonctionnement supplémentaire. Et donc ce nouveau service en interco implique cette dépense de fonctionnement en raison du recrutement d'un coordinateur. Coordinateur qui sera a priori payé en fonction de la population de chaque commune, voilà, mais qui sera recruté par les Salanois, donc je suppose basé à Salanois, oui. Avec, si on peut imaginer, les quatre structures, il sera véhiculé pour, je suppose, aller dans les différentes structures LERS, M et tout FLERS. Donc dépenses de fonctionnement également, certainement de véhicules, enfin, probablement. Et donc, comme il est précisé que le recrutement se fera par la ville de Lys, on aimerait savoir s'il sera issu de la filière culturelle et s'il sera recruté par voie de mutation ou s'il sera sur liste d'aptitude du CNP. Voilà. La personne qui sera recrutée, où l'annonce est déjà publiée, mais je ne sais pas quelle sera cette personne. En tout cas, elle doit correspondre à une catégorie d'emploi de catégorie B. Donc oui, elle doit avoir le concours ou effectivement l'équivalence. Elle sera basée à Lys-les-Lanois, et je peux vous dire qu'elle sera basée sur le site Agora. Pas une surprise, mais voilà, c'est un petit peu logique. Concernant le montant exact, je ne peux pas vous le donner parce que ça dépendra aussi de la personne qui est recherchée, hein, enfin qui candidatera. Je pense que, et c'est ce qui a été demandé par l'ensemble des élus, la MEL poussait à ce qu'on prenne quelqu'un en catégorie A, on est plus sur quelqu'un pour nous en catégorie B. Les frais de déplacement, je ne dis pas qu'il n'y en aura pas, mais comme dans tout service, il y a aussi cette question des navettes des livres qui se fera au niveau de la réservation, peut-être. Mais après, bon, vous connaissez comme moi deux moyens de communication modernes, que sont le téléphone et que sont la visioconférence. Ce sera aussi utilisé. Je pense que voilà, il n'y a pas de grandes questions. Après, on n'est pas sur un réseau en 100% métropolitain, on est sur un réseau local. Non mais, on ne va pas aller jusqu'à la Bassée. Voilà, donc le temps de... Et après, c'est pas parce que le coordinateur doit aussi se déplacer, les autres bibliothèques peuvent aussi venir. Hein. Voilà, des choses qui se feront de cette manière. Après, je comprends la question parce qu'on peut se poser différents points qui peuvent venir à nos esprits. Ce sera un agent qui sera recruté 100% par la ville de Lys avec une rétribution financière des communes avec une convention, une répartition. Donc oui, ce sera 100% sur le temps payé par la ville avec une rétribution, voilà, comme ce qu'on fait avec certains civils d'ailleurs, quelquefois, et le pouvoir hiérarchique dépendra de M. Guérouche, le directeur général des services, effectivement. Et vous n'avez pas posé la question, et vous auriez dû d'ailleurs, mais effectivement, il y aura un focus particulier dès son recrutement et le coût exact qui sera tracé et qui sera bien suivi par le service finance. Voilà. Très bien après, mais voilà. Mais c'est tout à fait logique, il y aura une comptabilité bien spécifique pour ce poste. Et sachez que jusqu'à l'euro, ce sera compensé.
parce qu'il y a aussi la charge des 0,8% qu'on reverse à l'amicale du personnel. Donc sur ces 0,8% de son salaire, chaque collectivité paiera aussi les 0,8. J'irai jusqu'au centime. Y a-t-il d'autres questions ou remarques? S'il n'y a pas, on peut passer au vote. Qui s'abstient, qui vote contre? Délibération votée à l'unanimité. Eh bien, on n'a pas pu voir si Mme de Dours avait calculé, parce que tout a été voté à l'unanimité. On va faire des additions et des soustractions, c'est bien dommage. Ceci dit, après cette blague, je vous remercie pour ce conseil municipal et pour ce bonne soirée.